Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4 de couverture. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir M. Mimodia Leideman, un homme qui se bat pour la souveraineté totale de l'Afrique. Il a publié un ouvrage aux éditions L'Harmattan Sénégal intitulé « L'Afrique humiliée, l'enfer de la vérité ». Mimon, c'est un plaisir de vous recevoir ici au Sénégal, notamment à L'Harmattan Sénégal. C'est un plaisir aussi pour moi de répondre à cette invitation, mon cher Mami Top. Vous vous battez pour la souveraineté de l'Afrique, vous avez décidé d'écrire un livre. Qu'est-ce qui explique ce choix? Oui, c'est un choix qui n'est pas spontané, qui est calculé, parce que nous nous sommes dit à un moment donné que lorsque vous avez un certain nombre de backgrounds dans un domaine qui n'est forcément pas le nôtre, on essaie quand même de les mettre à la disponibilité donc, de la jeunesse africaine, qui aujourd'hui qui est une jeunesse oubliée et qui souffre énormément à cause des politiques belliqueuses et bellicistes de nos États. Donc raison pour laquelle donc, il faudra procéder à la prise de conscience africaine qui permettra justement donc, de montrer le chemin du développement. Vous vivez en Europe, comment les gens perçoivent vous, votre combat, notamment en France, ou au sein même de la ville métropolitaine, vous vous battez pour que l'Afrique puisse être souveraine? Au niveau de la diaspora, les gens ont une image de l'Afrique, d'un continent qui souffre. C'est dans cette souffrance donc, que nous avons décidé ensemble, y compris même d'autres communautés de la diaspora africaine dans leur globalité, qui se battent aussi. Parce que moi aussi quand je suis venu, j'ai trouvé que le terrain n'était pas vide, il était occupé par des activistes, par des combattants de la liberté. Et j'ai fait mon chemin avec eux. Et donc c'est un cheminement qui aujourd'hui est très bien perçu parce que nous nous complétons entre nous. Donc les Sénégalais vont à la manifestation des Congolais, les Congolais le font également pour celles qui concerne le Mali et tant d'autres pays. Donc c'est une jonction de différentes nationalités. Heureusement que nous les activistes panafricanistes qui sont à Paris, qui menons ce combat-là, nous n'avons pas de frontières. Tous les pays d'Afrique sont pareils pour nous. Donc c'est pour cette raison que nous avons toujours le même idéal, le même combat que nous voulons mener ensemble. Pourquoi le choix de l'activisme? Ouais, en fait, le mot activiste, c'est vrai, nous définissons comme étant activiste, mais vous savez, aujourd'hui, le mot activisme commence vraiment à prendre une autre tournure, une autre connotation, ce qui nous donne pas en vérité le vrai sens de notre combat. Nous définissons aujourd'hui comme étant des combattants de la liberté pour l'Afrique. Je pense que c'est le mot qu'il faudrait maintenant utiliser parce que le mot activisme maintenant c'était devenu un mot à la mode où chacun essaie quand même de porter cette casquette qui peut être détournée ou peut être mal vue. Dans ce livre, vous avez énuméré des sujets, vous les avez analysés, vous avez pointé le curseur souvent là où ça fait mal. Vous avez abordé la question de l'euro, la question de la souveraineté. En d'autres termes, vous avez abordé des questions d'ordre politique. Est-ce que cela voudrait dire que votre combat ne peut en aucune façon se démarquer de la pratique politique et qu'en outre, peut-être vous-même, vous êtes obligé, pour changer les choses, d'être dans le champ politique? Oui, effectivement, je pense qu'à un moment donné, si mener un combat d'activisme, c'est un combat qui est noble, hein, mais la finalité des choses, comme vous le savez, comme le disent le plus souvent les Ivoiriens d'ailleurs, si vous ne faites pas de la politique, les politiciens vont vous faire. Donc en gros, si vous voulez, disons, apporter l'édifice dans la construction des nations, il faudra vraiment mener un combat politique. C'est dans ce combat-là que toutes les actions sont menées. Faire de l'activisme à gauche et ne pas l'allier à la politique, je pense que c'est une peine perdue. C'est pour cette raison que nous avons décidé ensemble dans notre communauté d'activistes d'aller dans le champ politique, dans le champ où il y a vraiment de véritables chocs d'idées. Parce qu'aujourd'hui, la géopolitique, comme vous le savez très bien, quand vous voulez mener un combat politique, il faudra vraiment que vous ayez un certain nombre de backgrounds intellectuels sur les questions qui touchent tout ce qui est politique. Évidemment, il y a des secteurs clés qui touchent par exemple le développement de l'Afrique, notamment la monnaie, notamment les accords de coopération qui en vérité qui sont un agrégat de choses qu'il faudrait vraiment pointer du doigt parce que le véritable combat de souveraineté de l'Afrique dépend effectivement de ces deux axes-là. Lorsqu'on les loupe, ça veut dire qu'on va mener de l'activisme pendant des siècles et des siècles et que ça ne va jamais aboutir parce que justement les gens ne touchent pas le véritable point
qui est le point essentiel du développement de l'Afrique. Et ce point essentiel, comme je viens de dire, c'est le combat pour la souveraineté de l'Afrique, qui est un combat monétaire, qui est un combat budgétaire, qui est un combat sécuritaire. Tant qu'on ne fasse pas cette distinction entre ces domaines-là, je pense que ça va échouer. Vous avez fait le choix de débuter cet ouvrage par la comparaison entre l'euro et le franc CFA et surtout essayer de démontrer combien le franc CFA nous enfonce dans cette dépendance vis-à-vis de la France et d'ailleurs que vous nommez la monnaie des naïfs. Oui. Qu'est-ce qui explique ce choix et quel est le problème que vous avez avec le franc CFA en tant que monnaie? Vous savez, moi, au départ, quand j'entendais des activistes qui sont connus de la place nous parler du franc CFA, à l'époque, je n'étais pas impliqué dedans. Je me disais, non, si nos États maintiennent cette monnaie, ça veut dire que cette monnaie elle est bonne. Ça, c'est le réflexe que tout un chacun a dans cette monnaie. Mais au fur du temps, quand on décide vraiment de se pencher sur cette question, on se rend compte vraiment que ces gens avaient raison. Je donne l'exemple, par exemple, du professeur Nicolas Agbo qui a fait un ouvrage exceptionnel dans ce combat-là. Il explique de façon très claire qu'il faudrait vraiment quitter cette monnaie, qui est une monnaie capitaliste et impérialiste. Si vous voyez, la plupart des États aujourd'hui qui ont acquis leur souveraineté ont forcément eu à se démarquer de ces monnaies impérialistes et capitalistes. Donc le franc CFA, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une monnaie impérialiste et capitaliste qu'il faudrait vraiment enlever au niveau des zones de la CEMAC, au niveau des zones de la CEDEAO. Je pense que cette monnaie, comme vous le savez très bien, quand je l'ai appelée le monnaie des naïfs, j'ai même été un peu gentil parce que je l'avais au départ appelé la monnaie des cons. Parce que si on rentre dans le sujet, dans le fond du sujet, on se rendra qu'effectivement qu'avec cette monnaie, on ne peut rien construire parce que nous ne contrôlons rien. Et quand une nation qui se réclame d'être souveraine n'arrive pas à contrôler sa propre monnaie, n'arrive pas à contrôler sa propre politique budgétaire, ça veut dire que c'est une nation qui va échouer. Et c'est d'où aujourd'hui notre échec par rapport dans cette monnaie. Pourquoi le besoin d'être garanti par la France selon vous? Est-ce que la présence de la France comme étant les pays qui devraient garantir l'existence de la monnaie du franc CFA vraiment est une expression de souveraineté quand on sait que nous avons acquis notre indépendance entre guillemets depuis 1960? Oui, bon, je ne sais pas de quelle indépendance vous parlez. Moi, je pense que celui qui dira que le peuple africain est un peuple souverain, en tout cas l'Afrique francophone, je pense que cette personne ne connaît pas la vraie définition de l'indépendance. Nous, les indépendances que nous avons, c'est des indépendances de façade, des indépendances de drapeau, de l'hymne, disons des indépendances basées sur du papier, du drapeau, de l'hymne. Nous ne sommes pas indépendants. Parce que la véritable indépendance d'une nation, c'est la capacité de cette nation de décider par elle-même, décider de sa propre politique budgétaire, de décider de sa propre politique monétaire. Or, nous ne décidons de rien. Nous sommes juste des valets qui sont... nous avons juste des valets, des présidents pantins, qui sont déposés à la solde de la France, qui décident en vérité qu'est-ce que nos pays doivent faire. Et justement, Monsieur Top, vous savez très bien, par exemple, vous, quand vous voulez faire un crédit à la banque, quel est le premier point que la banque regarde? C'est est-ce que vous êtes soldable? Est-ce que vous avez des biens matériels pour au cas où, si vous n'arrivez pas à payer vos dettes, que la banque puisse en prendre saisie de vos biens. C'est ça en vérité. Nous avons des ressources minières énergétiques. Nous avons tout. L'Afrique a tout. Donc, pour quelle raison un petit pays comme la France va décider de garantir notre propre monnaie? Alors que vous avez des ressources mais grandioses chez vous. Donc, c'est vous qui devrez garantir votre monnaie. Et c'est une arnaque de la part de la France. Et ça, il faudra vraiment le dire. La deuxième chose, qu'est-ce que la France a? Mais vraiment, la France n'a que le vin et les belles femmes. Des femmes naturalisées, parce que c'est des Italiennes, c'est des, disons, c'est des Mexicaines, etc. Mais la France n'a rien du tout. Nous ne devons rien, nous ne devons pas courber l'échine face à la France. Un pays qui n'a pas de ressources, qui n'a absolument rien du tout. Pourquoi nos dirigeants doivent se courber devant la France? Je pense que l'histoire de cette garantie du franc CFA, c'est une histoire qui doit être mise à la poubelle
et procéder à notre propre garantie. La plupart des nations aujourd'hui qui ont leur propre monnaie n'ont pas besoin de garantie. L'euro même que l'on dit, est-ce que quand ils construisaient l'euro, ils ont demandé à ce que la France donne une part de garantie, que l'Allemagne donne une part de garantie? Il n'y en a pas. Donc cette histoire de garantie, c'est une fausse histoire qu'il faudra mettre à la poubelle. Je pense qu'aujourd'hui, il faudra que l'on reprenne notre souveraineté à travers la monnaie. On a vu beaucoup de pays qui ont leur monnaie, qui se développent convenablement. Donc pourquoi nous, les zones de l'IMO, on n'aurait pas à se débarrasser de cette monnaie? C'est juste incroyable. On parle de la monnaie, mais parallèlement également, il y a la question sécuritaire. Nous voyons le djihadisme ici, dans la zone sahélienne. Nous avons vu les conséquences que cette guerre a dans les populations, bien dans les pays de cette zone-là. Pensez-vous que l'Afrique, la CEDEAO, l'UEMOA, cette zone-là, cette région-là, peut faire face au djihadisme sans l'apport de la France? Si vous me permettez, avant de répondre sur cette question, justement, je vais répondre à cette question de façon très simple d'ailleurs. Je reviens juste sur la monnaie, qui est un point essentiel. En 1963, le rapport de Jean Monnet dit, Jean Monnet c'est un Français aux yeux blancs, aux yeux bleus du moins, je vais dire, aux cheveux bruns. De Gaulle lui a demandé de faire un rapport sur la monnaie. Il a dit ceci, lorsque les pays d'Afrique exportent plus qu'ils en importent, ils procurent à la France des devises. Celles-ci lui sont utiles lorsqu'en même temps la balance de paiement de la France avec les pays étrangers est déficitaire. Cela veut dire tout simplement que lorsque la France est en faillite, la France prend l'argent des Africains pour payer ses dettes. Et ça, c'est anormal. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas vous qui l'avez dit, c'est eux qui l'ont dit. Donc ça veut dire que cette monnaie, il faudra vraiment qu'on en sorte. Les systèmes de CAF que vous avez en France, les aides sociales, tout ça vient du franc CFA. Et ça, c'est une vérité. Ce n'est pas du populisme, mais c'est une vérité. Les gens ne le disent pas. Vous allez avoir des économistes qui vont vous raconter des histoires bidons en vous disant qu'il ne faut pas sortir de la monnaie, que si vous sortez de la monnaie, il y a un danger. Il n'y a absolument rien. Il faut impérativement que nous sortons de cette monnaie si nous voulons acquérir notre souveraineté. Et maintenant, pour répondre à votre dernière question, la Deuxième Guerre mondiale, elle a duré combien de temps? 6 ans. 1939-1945. Exact. Et le régime totalitaire de Hitler avait beaucoup plus de moyens pour pouvoir être combattu. Exact. Et il a été combattu. La force française, la mission Serval, qui est présente au niveau du Mali depuis 2013, elle a été remplacée par la mission Barkhane, puis la force Takuba. Donc depuis 2013 jusqu'à maintenant, plus de 10 ans, aucune action française n'a su combattre le djihadisme. Donc la véritable présence de la France au niveau du Mali et au niveau du Sahel de façon globale, ce n'est pas pour combattre le djihadisme. Il n'y a pas cette volonté-là. Donc c'est pour cette raison que moi, heureusement que tout ce que j'ai dit dans mes ouvrages, ça se répète. Mes paroles ne dorment jamais au-delà de la forêt. Parce que c'est une vérité. Le combat contre le djihadisme au Mali, c'est un combat qui va se régler par les Africains, par le dialogue. Uniquement le dialogue va permettre justement de mener ce combat-là. Et ce djihadisme-là, la France a un esprit belliqueux et belliciste. Pourquoi je le dis? Parce que la France fabrique et vend des armes à l'Arabie Saoudite et le Qatar. L'Arabie Saoudite et le Qatar financent et soutiennent le terrorisme au niveau du Mali. Et la France va porter ses treillis vers ses militaires en disant au peuple africain que nous sommes venus vous sauver. Donc la France a fait un double discours. La France dit aux djihadistes, ou en tout cas l'État malien, il ne faut pas discuter avec les djihadistes parce qu'ils sont très dangereux. Ils le disent aux Maliens, et la nuit, elles se cachent pour aller négocier avec ces djihadistes-là. Est-ce que ça c'est normal? Ce n'est pas normal. Donc la véritable présence de la force française au niveau du Mali, c'est pour piller l'Afrique, c'est pour protéger ses propres intérêts au niveau du Niger avec l'exploitation du site de l'uranium là-bas. D'où son esprit belliqueux et belliciste en disant aux Maliens, si je quitte, vous allez mourir, si vous quittez les djihadistes, va vous emporter. Cette solution-là va se régler par les Maliens. Vous avez vu aujourd'hui avec Assimi Goïta, qui a fait un excellent travail, qui a démontré à toute l'humanité entière que si vous voulez le développement, il faudra se séparer de la France. Et ça, c'est une vérité. Donc, le djihadisme est fabriqué par la France. Et ça, il faut le dire. Parce que quand ils ont tué Muammar Kadhafi, avec la résolution 1973, qui avait dit qu'il faut aller à Benghazi, non pas pour tuer Kadhafi, non pas pour changer de régime, mais il faut aller pour protéger la population.
la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, comme dans leurs habitudes, ont outrepassé cette résolution pour aller tuer Kadhafi. Donc quand l'ONU leur dit faites ceci, ils y vont et ils font autre chose. Donc c'est à cause de la mort de Kadhafi qu'on a eu cette détropicalisation du djihadisme, disons, au Moyen-Orient. Avec l'armement même. Justement, exactement, oui. C'est ça qui a permis donc aujourd'hui l'arrivée de ces mouvances djihadistes. Donc c'est eux qui ont créé ces djihadistes-là. Donc il faudrait dire à la France de ramasser ces djihadistes qu'elle a créés et de ramasser ces forces françaises et qu'elles s'en aillent définitivement. Ne redoutez-vous pas des conséquences vis-à-vis du Mali contre la France, c'est-à-dire les conséquences de la France que la France pourrait vraiment, en quelque sorte, à travers ses leviers imposer au Mali. Nous avons vu la CEDEAO avec les sanctions que le Mali a subies. Nous avons vu que la France, quoi qu'on puisse dire, autant que nous pouvions haïr sa présence ici en Afrique, elle continue d'avoir cette force-là. Ne pensez-vous pas que le Mali peut-être devrait aussi s'asseoir autour d'une table, discuter, négocier certaines choses avec la France pour ne pas voir également ce qu'elle est en train de construire tomber comme un château de cartes? Je ne pense pas. Il n'y a pas une. Le Mali ne doit rien à la France. Le Mali ne doit absolument rien à la France. C'est l'inverse. Exact. Parce que toutes les nations qui se font respecter, qui se respectent, vont signer des partenariats, des accords avec n'importe quel État. Pourquoi le Mali n'a pas le droit de signer des accords avec la Russie ni avec d'autres nations? Pourquoi le Mali doit exclusivement signer des partenariats avec la France? Non, il n'y aura pas de risque. La preuve, Assimi Goïta l'a démontré. Il y a eu une plainte contre la France au niveau de l'ONU. Donc si le Mali avait peur, il n'y aura pas cette plainte-là. Donc la France ne peut absolument rien faire contre le Mali. Parce que ce qui est important, c'est que Assimi Goïta aujourd'hui a le soutien du peuple malien. Et quand on a le soutien plutôt d'un peuple, de sa nation, de son territoire, ça veut dire qu'on est fort, on est puissant. Et le Mali aujourd'hui est un État puissant qui a démontré à toute l'Afrique entière qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez quelque chose, vous pouvez l'obtenir lorsque vous êtes rigoureux, lorsque vous êtes sérieux et lorsque vous avez surtout le soutien de votre nation. Donc le Mali ne craint absolument et ne craindra jamais cette séparation avec la France. Nous avons vu ce qui s'est passé au Mali. Il y a beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui soutiennent les choix de Assimi Goïta, les choix de la transition. Est-ce que ces choix-là ne peuvent pas être une référence, un référentiel pour les États africains, surtout francophones, de voir ce que le Mali est en train de construire et de s'y référer pour que ces États aussi puissent enclencher leur processus de libération totale vis-à-vis de la France? Oui, aujourd'hui la jeunesse africaine elle est consciente. Tout ce qui se passe au Mali doit être adapté dans tous les pays d'Afrique parce que le Mali a montré le chemin. Nous, ce que nous voulons, pour l'Afrique, c'est que l'Afrique soit respectée. Et aujourd'hui, le peuple malien, via sa jeunesse, via son président, a montré le chemin. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le Sénégal, que ce soit, disons, la Mauritanie, le Togo, le Bénin, etc., doivent prendre comme référence le Mali. Aujourd'hui, cette jeunesse africaine est consciente. Quand je vois par exemple à Paris les manifestations que nous faisons, il y a des Sénégalais qui n'ont jamais assisté à des manifestations, qui viennent soutenir le Malien, qui arborent le drapeau sénégalais. C'est bien beau. Donc le Mali nous montre le véritable chemin qu'il faudrait emprunter pour la jeunesse africaine. Vous avez parlé de l'Afrique au cœur d'une démocratie occidentale détropicalisée, naissance de la démocratie. Comment voyez-vous l'état de la démocratie en Afrique, vous qui, quand même, quoi qu'on puisse dire, en Europe, de façon générale, il y a une démocratie là-bas qui est là. Il y a une certaine liberté des populations d'aller et de venir, de s'exprimer. Comment voyez-vous l'état de notre démocratie ici en Afrique? Cette question me fait sourire parce qu'on l'a posée 40 000 fois et ma réponse va être 40 000 fois plus une. Vous savez, il n'y a pas de démocratie en Afrique. Celui qui dit qu'en Afrique, là, que nos pays sont démocratiques, c'est-à-dire que la personne ne connaît vraiment pas ce que signifie la démocratie. Parce que la démocratie, c'est quoi? Le point d'entrée de la démocratie, c'est le respect des minorités, c'est le respect des libertés. Et c'est la justice. Ces trois axes sont fondamentaux pour qu'une nation, pour au minimum, se réclamer démocratique. Ici en Afrique, comme vous le savez très bien, il n'y a pas, lorsque vous déposez une demande à manifester,
qui est un droit constitutionnel, qui est inscrit dans toutes les constitutions des pays d'Afrique. Vous n'obtenez jamais ce droit à la manifestation. Et ça, c'est une entrave essentielle à la démocratie. L'autre point d'entrave de la démocratie, c'est le respect des minorités. Comment on appelle ici ceux qui ne sont pas des Sénégalais? On les appelle des Niaks, c'est péjoratif. On appelle les Ndreng, c'est péjoratif. Si une minorité dépose une demande d'autorisation à une manifestation, on refuse. Si un parti politique qui est largement minoritaire veut manifester, on te refuse l'accès. Donc la démocratie, c'est le respect des libertés, mais également le respect des minorités. Et l'autre point de sortie de la démocratie, c'est la justice. Vous voyez très bien dans nos États comment la justice fonctionne. Vous voyez quelqu'un qui n'a rien, qui devient député ou qui devient maire par accident de l'histoire, qui, 3 jours après ou 1 an après, qui commence à faire des buildings, à acheter des terrains, à construire, à mener une belle vie, qui vit sur le dos du contribuable. Et cette personne n'est jamais inquiète ou inquiétée parce qu'elle appartient à un parti politique qui est au pouvoir. Et cette personne, le pouvoir sait très bien que cette personne a détourné les deniers publics, mais cette personne n'atterrit jamais dans un tribunal, n'a jamais un procès. Et vous pensez que c'est normal? Et c'est ça les failles de cette démocratie. Lorsque le président de la République s'arroge de tous les pouvoirs, de rejeter quelqu'un parce qu'il n'est pas de son parti, ça c'est un danger. Je vous donne juste un exemple. Moi, avant de venir ici, depuis presque 8 mois, j'ai déposé une demande d'autorisation pour faire une cérémonie de dédicace au niveau de la bibliothèque universitaire. On m'avait donné une réponse favorable. Au dernier des moments, le dernier jour qu'on devait nous fixer une date, on me dit finalement on ne peut pas vous faire la cérémonie de dédicace parce que notre hiérarchie a décidé que vous ne fassiez pas la cérémonie de dédicace au sein de la bibliothèque universitaire. Parce qu'on a reçu des pressions, parce que si on le fait, on perd notre poste. Vous pensez que c'est normal ça? Alors que dans des universités françaises, on a choisi pour qu'on puisse faire là-bas des conférences, même en dénigrant la France. Et ça, vous pensez que c'est une démocratie? Lorsque le président de la République, via ses ministres, nomme des directeurs généraux, ces gens-là perdent leur dignité, perdent leur humanisme. Même s'ils ne veulent pas faire des choses, ils sont obligés de le faire parce qu'ils ont une famille à nourrir. Donc c'est ce modèle-là qu'il faudrait changer. Et quand on veut changer ce modèle-là, il faut passer par l'éducation, passer par la sensibilisation. Donc nos États, de grâce, arrêtez de nous dire que nous sommes démocratiques. Même en Europe, ils ne connaissent pas la démocratie. Parce que la démocratie n'est pas née là-bas. La démocratie est née en Égypte en l'an 624 avant Jésus-Christ. Et ça a été détropicalisé par un savant grec du nord de Salon qui l'a adapté en fonction de sa société. Et par la suite, les Européens sont partis en Grèce pour s'en accaparer, pour faire leur modèle. Donc nous, si nous voulons avoir de la démocratie, créons notre propre modèle de démocratie en fonction de nos valeurs que nous avons à nous et adaptons-les. C'est comme ça que l'on peut construire une nation, mais pas le fait de faire des copies-coller. Ce qui est valable en Europe n'est pas forcément valable ici en Afrique, parce que notre mode de vie n'est pas toujours le même. C'est pour cette raison que j'ose espérer qu'on va arrêter de nous parler de cette démocratie. Il n'y en a pas. Mimo, on me signale que c'est la fin de l'émission. C'est vraiment un immense plaisir d'avoir échangé avec vous. Je vous remercie, mon cher ami Top. C'était aussi un grand plaisir de venir ici dans vos locaux, que je trouve bien. Et je remercie Abdoulaye, qui est une bonne personne, qui m'a permis quand même de publier mon premier livre. J'avais voulu le publier ailleurs, mais j'ai préféré le faire au Sénégal parce que c'est mon pays que j'aime bien. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment Mimo Diallo-Ledmen, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. On vous donne rendez-vous prochainement avec un autre auteur. Merci beaucoup.